Bonsoir mes poulets, faites de jolies rêves. Bonsoir mes petits amoureux, bonne nuit, dormez bien. Juin 40, le piège du Massilia, c'est donc un documentaire signé Virginie Linhart. Alors pour en parler autour de moi, pour parler de ces journées de Bordeaux, pour parler du Massilia, de cette épopée, si je puis dire, du destin parfois tragique des passagers qui se trouvaient à bord, que ce soit Georges Mandel, que ce soit Jean Zay ou Pierre Mendès France, eh bien autour de moi, Hélène Mouchard-Zay. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la fille cadette de Jean Zay. On vous voit dans le film, on voit aussi beaucoup votre sœur aînée qui raconte cette histoire. En reparler comme ça, dans un film comme celui-là, ou maintenant d'ailleurs avec nous, est-ce que chaque fois c'est rouvrir la porte à des tas de choses, à des tas de questions, à des tas d'émotions? À des tas d'émotions certainement, hein, puisque les circonstances de cette histoire ont été pour ma famille, pour ma mère et pour nous-mêmes. Moi je suis née au Maroc, donc juste après le Massilia. Vous me disiez, vous étiez sur le Massilia, mais en état de gestation, dans le ventre voilà, de votre mère. Ma mère était enceinte de moi. Vous avez vécu la traversée. Voilà, je l'ai vécu et ensuite je suis née là-bas. Donc bien sûr que c'est quelque chose qui pour notre enfance a été absolument déterminant, que ma mère nous a raconté beaucoup, plus ou moins, enfin j'en parlerai peut-être tout à l'heure, et qui pose toujours beaucoup de questions, même si maintenant l'affaire du Massilia, qui a été très longtemps ignorée, enfin, très peu connue. Voilà, on la redécouvre aujourd'hui. Maintenant, on la redécouvre. Et le grand public la découvre aujourd'hui. Grâce au film en particulier de Virginie, mais il faut se rappeler qu'il y a un livre qui est paru il y a une vingtaine d'années, je crois. 30 ans de Christiane Rimbaud qui parlait très précisément et qui s'intitulait l'affaire du Massilia. Donc alors, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles cette histoire a été un petit peu... Alors on va parler des questions encore que vous posez. Je rappelle simplement que votre père, pendant sa détention, a écrit ce livre qui s'appelle Souvenirs et solitude. Et puis vous nous parlerez aussi de la correspondance qu'il entretenait avec votre mère pendant toute cette époque où elle était à Rabat et lui à la prison à Riom. En face de vous, Serge Bernstein, merci d'être là. Vous êtes historien, l'un des grands spécialistes et de la période et du XXe siècle. Éric Roussel, vous êtes historien également. Vous êtes le président de l'Institut Pierre Mendès France et vous avez signé sa biographie. C'était chez Gallimard en 2007. Et puis Simone Hariri nous rejoindra tout à l'heure. C'est une grande productrice et elle a produit ce film. Mais commençons par celle qui l'a réalisé, Virginie Linhart. Avec une question toute basique, mais pourquoi ce choix? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette affaire qui est quand même assez peu connue, celle du Massilia? Pour moi, c'est une chance inouïe. C'est vraiment la rencontre avec Simone Hariri, ma productrice, qui avait l'idée de faire une fiction sur le procès de Mendès France et voulait que cette fiction soit suivie d'un documentaire sur l'affaire du Massilia. Et donc, elle m'a donné rendez-vous et elle m'a donné ce livre. Ça a été diffusé comme ça, d'abord sur France 2, absolument. Il y a eu cette fiction et le documentaire pour restituer l'origine du procès. Si oui, je puis dire. Et d'ailleurs, ça a été une chance inouïe parce que il faut savoir que le documentaire, du coup, a eu énormément de spectateurs. Plus de 2 millions de téléspectateurs, c'est tard, vers 23 h. Presque autant que ce soir. Ce qui est absolument, j'espère, ce qui est absolument fantastique pour un documentaire. Donc ça montre aussi l'effet d'entraînement que peut avoir une fiction là-dessus. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en rentrant dans cette histoire-là? Ce qui m'a le plus surpris, c'est le côté, si vous voulez, incroyablement romanesque de cette histoire. C'est une histoire folle parce que ce sont des gens qui sont vraiment courageux, qui s'engagent sans aucun doute du côté de la résistance, quasiment de manière concomitante avec le général de Gaulle, puisqu'il monte sur le Massilia le 20, l'appel du général de Gaulle date du 18 juin, donc on est exactement au même moment, sauf qu'il y a ceux qui ont choisi la bonne destination, Londres, et ceux qui ont choisi la mauvaise destination, l'Afrique du Nord, qui est à l'époque évidemment terre française, donc ils pensent que c'est mieux de résister à partir de l'Empire français, à partir de l'idée qu'ils se font de la France. Et vous avez l'impression qu'on sait tout sur cette histoire, vous, aujourd'hui? Ou qu'il y a encore beaucoup de questions sur, justement, complot, pas complot, manipulation, pas manipulation. Est-ce qu'on a délibérément poussé ces gens à embarquer avec l'idée de les piéger quelque part du côté de Rabat ou de Casablanca? Non, on n'a pas, on les a laissés partir. On les a laissés partir, c'était pratique. Il faut savoir que les journées de Bordeaux sont, je pense que vous en parlerez un peu, Serge Bernstein, on est dans un chaos total, et c'était d'ailleurs une des grandes difficultés du film. Il n'y a pas à l'époque d'actualité cinématographique. Parce qu'on voit des images constamment d'un bateau, d'un navire, d'un paquebot. C'est la magie du cinéma, c'est la magie du cinéma qui n'est pas
Non, le Massilia, forcément. Il y a une photo du Massilia, celle qu'on voit là. Et sinon, évidemment, moi, j'ai pris un navire des années 40 qui fait ses grandes traversées transatlantiques. Et c'est une sorte de regard subjectif. Mais il n'y a évidemment pas d'image du Massilia, puisque à l'époque, ils partent, évidemment, on n'imagine pas le drame que ça va être. Et puis, de toute façon, rien n'est couvert à l'époque. Même ce qui se passe à Bordeaux, toutes les discussions, etc. Il n'y a plus d'actualité, il n'y a plus de photographes, il n'y a quasiment plus de presse. Donc, il y avait un problème d'image. Et ce qui est merveilleux, simplement pour terminer sur la force de cette histoire, c'est que donc ils partent vers le mauvais endroit. Et donc, au moment où Pétain signe l'armistice, enfin décide de l'armistice, il décide que ces gens feront partie des premières victimes, seront les premiers boucs émissaires de la politique de Vichy. On les passe par pertes et profits, si je puis dire, et plus que ça, on va en faire des boucs émissaires. Oui, que dit la science, que dit l'histoire sur l'intérêt du Massilia aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est une époque importante dans l'histoire de France, même si elle est mal connue? C'est une époque importante pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'on voit à quel point, comme le disait Virginie Linhart il y a un instant, le départ du Massilia, qui était le départ de gens qui entendaient continuer la guerre, puisque c'était l'objet de l'opération, ils y allaient pour ça, clairement. Et on a effectivement là une série de parlementaires dont les plus connus sont des gens qui sont des patriotes et qui veulent continuer à se battre. Alors bien sûr, Jean Zay, Pierre Mendès France, les plus connus, Daladier est également là, et puis d'autres personnages importants qu'on oublie parfois, Yvon Delbos, qui a été le ministre des Affaires étrangères du Front populaire, César Campincky, qui était le ministre de la Marine, donc des gens qui pèsent, qui ont du poids. Des anciens ministres, pour l'essentiel. D'anciens ministres, pour l'essentiel, enfin ceux qui sont connus, il y en a d'autres, bien sûr, et qui vont en terre française, en terre de souveraineté française, pour continuer le combat. Et en terre de souveraineté française, c'est important. C'est important, par exemple, pour quelqu'un comme Georges Mandel, qui lui est un homme de droite, qui a été l'ancien directeur de cabinet de Clémenceau, qui a été un de ceux qui entendaient résister à Hitler, ministre et qui pèse lourd dans le paysage politique de l'époque. Il pèse très lourd. Je dirais qu'avec Daladier, c'est l'homme qui pèse le plus lourd en termes de poids spécifique politique à l'époque. Donc des gens qui sont très représentatifs et dont on peut penser que s'ils avaient été accueillis au Maroc avec la volonté du gouverneur général Noguès de poursuivre le combat, l'histoire aurait été changée. Bon, Virginie Linhart, parce qu'on va peut-être vous quitter dans 2 secondes, mais sur une affaire comme celle-là, sur une histoire comme celle-là, vous connaissez bien ces périodes. Vous avez fait beaucoup de films très beaux sur l'occupation, sur le sort fait aux Juifs, sur les camps, sur le gaullisme, etc., sur la collaboration. Qu'est-ce que vous retenez le plus? C'est ce que vous disiez, c'est le côté romanesque, cette tragédie, c'est ce désespoir de gens embarqués dans une affaire qui n'est pas la leur? Oui, mais enfin moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, en tant que documentariste, historienne, et c'est cette chance qu'on a eue, c'est justement de pouvoir raconter cette histoire en images parce qu'elle est mal connue, et de rencontrer justement des témoins comme la famille Zay, la famille Mendès France, qui, grâce à leurs photos, grâce aux lettres, etc. Et qui étaient heureux de vous raconter ça? Oui, parce que l'histoire n'avait jamais été racontée de manière cinématographique et je pense que c'est important. C'est important qu'on conserve cette mémoire-là. Et c'est toujours cette question, enfin moi c'est ce qui me fascine dans mes films, c'est à quel moment la grande histoire et la petite histoire se rejoignent, à quel moment le sort qui est fait, si vous voulez, est à la fois infiniment particulier, parce que c'est extrêmement particulier. Il faut juste quand même dire que ces gens qui seront attaqués comme ça, ils sont juifs, et c'est aussi parce qu'ils sont juifs, évidemment, qu'ils sont attaqués aussi violemment. Outre le fait que... Alors, on y reviendra, mais alors que d'autres officiers comme eux, n'étant pas juifs, n'auront pas le même sort devant les tribunaux après par la suite. Et c'est quand même une histoire fondamentale. Et moi, en tant que documentariste, j'ai toujours envie qu'on s'identifie à mes personnages, et évidemment les témoins, les familles, les lettres, les photos de l'enfance, etc. m'aident beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Alors on va revenir au début. C'est vrai que vous dites, c'est la grande histoire et la petite, en tout cas l'histoire des hommes qui composent l'histoire et qui sont chaque fois, on la sent mieux, on la touche mieux, on la comprend mieux. On va revenir avec un premier extrait de votre documentaire. C'est au moment du départ, c'est Denis Huysmans, le fils de Georges Huysmans, qui était... directeur de l'école des Beaux-Arts.
Bon, et qui donc s'embarque, lui, là, il et s'embarque dans cette espèce de confusion et d'euphorie d'ailleurs presque. Parce qu'on lui dit, comme à Jean Zay, des ministres du gouvernement, voilà, lui disent, il faut y aller, c'est là que ça va se passer, on va résister. Il embarque quasiment sur ordre du gouvernement, lui. Alors on écoute. Mon père a rencontré des gens haut placés, des ministres, là, qui m'ont dit voulez-vous, avec votre famille, embarquer sur ce bateau avec un certain nombre de parlementaires, de ministres en exercice ou d'anciens ministres. Mon père, ça le rassurait qu'il y ait des gens comme Georges Mandel, comme Jean Zay, comme Pierre Mendès France, qui pensaient comme lui. Il devait y avoir aussi le président de la Chambre, Herriot. Ses bagages sont allés sur le Massilia, mais lui n'y est pas venu. Alors, c'est pour ça qu'on est parti. On est parti naïvement, candidement, en croyant qu'on allait continuer la guerre et que la guerre allait se poursuivre. On s'attendait à être reçu avec un tapis rouge. Voilà ce qu'il dit à l'époque et Simone Harari nous a rejoints. Merci d'être avec nous. On va revenir déjà sur ce moment-là. On a un peu commencé à l'évoquer avec vous, mais sur ces gens qui embarquent. Vous voulez dire ? Oui, je voulais dire, ce témoignage est vraiment très intéressant parce qu'il montre bien quel était le climat au début de cette affaire. Ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est une période d'une extraordinaire confusion et que l'image que l'on a du gouvernement qui va devenir le gouvernement de Vichy n'est pas encore celle qui, si vous voulez, que l'on a, évidemment, qu'on a aujourd'hui. Donc il y a une grande difficulté de la part des gens qui s'embarquent sur ce bateau à imaginer même que Pétain, qui est encore... et dans l'orientation et dans les choix qui vont être ceux de Pétain. C'est pas encore clair, on ne sait pas ce que va faire l'État français. Et puis on ne sait pas toujours exactement dans quelles circonstances il est arrivé au pouvoir, exactement qui l'a poussé, parce que c'est seulement après qu'on le saura vraiment, c'est-à-dire des gens vraiment d'extrême droite, comme Raphaël Alibert, qui sera le garde des Sceaux, qui sont des idéologues de maurassiens, antisémites. Mais au début, il y a une sorte de... Quand le gouvernement de Paul Reynaud, le 16 juin, a cédé la place à celui du maréchal Pétain, ça s'est fait dans une relative... C'était une sorte de crise ministérielle. Bon, ça peut paraître qui monte à étonnant bord, parce qu'on ne aujourd'hui. comprend pas bien. Au final, il n'y a que 25 députés, ce qui n'est pas beaucoup. Et anciens ministres, etc. Mais qui monte à bord? Est-ce que ce sont uniquement ceux qui ont été informés de ce que le bateau existait et qui ont pu le rejoindre à temps? Ou est-ce qu'il y a un choix délibéré d'y emmener, d'y envoyer des gens qui ne sont pas en odeur de sainteté du côté de Pétain et de son Il faut gouvernement? rappeler que ceux qui montent à bord estiment qu'ils montent à bord d'un bateau sur lequel vont arriver d'autres personnages, qu'il y aura peut-être d'autres bateaux qui viendront, mais il faut rappeler que c'est dans le cadre d'une décision qui avait été au préalable acceptée par Pétain et qui consistait à transférer en Afrique du Nord, à Alger, hors donc de la mainmise allemande, le président de la République, Albert Lebrun, une grande partie du gouvernement avec Camille Chautemps et les deux assemblées. Avec Autrement dit, le vrai problème, c'est que la légitimité républicaine se transporte de Bordeaux à Alger, et c'est ça le sens de l'opération. Ils ne sont que 25 à l'arrivée. Ils ne sont que 25 arrivés parce qu'il y a eu des contre-ordres et que tout le monde n'a pas été averti des contre-ordres. Parce que Pétain change d'avis sous la pression de Laval et le mensonge d'Alibert qui c'est dit dans le film, hein, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que depuis quelques jours, il y a une lutte féroce entre les partisans et les adversaires de l'armistice. Bien sûr, on ne sait pas ce que va devenir Pétain, mais Pétain c'est le gros enjeu de ces journées de Bordeaux. Là. Déjà très nettement pour l'armistice, et ce sont les partisans de l'armistice qui vont finalement l'emporter. Débat, il faut le préciser peut-être parce que c'est jamais dit, débat entre armistice et capitulation. Et capitulation. Bon, et c'est quoi la différence? On ne comprend pas bien. Mais capitulation, c'était... un acte militaire. C'est un acte militaire et c'est Weygand qui refuse la capitulation parce qu'il veut, lui, rejeter la responsabilité de la défaite sur les politiques. Donc il est partisan de l'armistice. De sauver l'honneur de l'armée. Voilà, au lieu de constater que les armes ont parlé et que le gouvernement, s'il a quitté Paris, c'est parce que Paris est occupé à ce moment-là, hein, et donc descend à Bordeaux, c'est la raison pour laquelle il était très plausible qu'il aille aussi en Afrique du Nord, parce qu'après tout, on n'était plus à Paris, on était ensuite en Touraine, ensuite à Bordeaux, autant aller là où on pouvait délibérer librement et sans la pression des armes. En capitulant, on peut continuer la lutte. Exactement. La capitulation n'est que militaire. Elle est une photographie. En ce moment, les armes sont celles-là, mais politiquement, on reste intact. Alors elle que n'engage d'autres pas le gouvernement. préfèrent dire c'est un armistice politique
Et là, donc, ça arrête tout. Et ça arrête tout, voilà. Et on remet tout entre les mains des Allemands, y compris la flotte Et française qui était on très voit bien, importante. alors là encore, on aurait pu imaginer si l'amiral Darlan, c'est ce que le film, je trouve, démontre très bien comme un mécanisme d'horlogerie et que Virginie a très bien su élaborer, c'est que ce n'était pas écrit d'avance. Quand on est des générations d'après-guerre, on croit que c'était une fatalité. Là, on voit bien, d'une part, que le 17 juin, partir à Londres pour le général de Gaulle et faire son discours le 18, c'est quand même une vision incroyablement précoce, hein, puisque que le 20, on va y partir pour sauver ce qui peut l'être encore en Afrique du Nord, c'est un acte politique parfaitement plausible. Cohérent. Et cohérent. Que dit- Et la façon dont les petites décisions vont s'enchaîner, Nogues être complètement légitimiste, Darlan se dire qu'au fond, il a peut-être mieux à faire pour sa carrière en plantant de l'autre côté, Alors ça attendez, c'est très très parce bien que vous défait. étiez à bord, si je puis dire de cette façon, et vous avez prononcé le mot, ils sont légitimistes, ces gens-là. Et on a l'impression que... C'est quoi l'esprit de Jean Zay quand il s'embarque sur ce bateau? Est-ce qu'effectivement, lui, il est dans la continuité de la République? Le bateau est affrété par Darlan, qui est le chef de la marine. C'est avec l'estampille de Pétain. Enfin, le bateau part tout à fait légalement. Ça n'est pas une fronde, ça n'est pas une rébellion, ça n'est pas... Et mon père, quand au procès, il va préparer sa défense, il va fournir tous les papiers. Il y en a un qui est montré dans le film, qui est un sauf-conduit signé Darlan, qui est un ordre de mission signé Pomaret, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Donc, le bateau part tout à fait légitimement et légalement. C'est ce qui fait qu'ils vont avoir du mal à comprendre ce qui se passe, c'est ce qu'on leur reproche. Et au moment... C'est en mer qu'ils vont apprendre que Pétain, que l'armistice est signé. Et là, c'est là qu'ils sentent le piège, et c'est là que le piège se noue, puisque sous l'influence de Laval, il faut rappeler le rôle, enfin, je parle sous le contrôle de Serge Bernard, de Laval, qui a été tire les ficelles un peu. Oui. Et qui arrive à convaincre Pétain de ne pas partir. Il arrive à convaincre Pétain de ne pas partir. Et il y a le mensonge d'Alibert aussi, qui lui veut la peau de ces hommes qui sont partis, et qui fait croire à tout le monde qu'en fait les Allemands n'ont pas franchi encore la Loire, donc voilà. Mais je disais légitimiste. On a l'impression que tous les types qui sont à bord... Vous avez raison. La légitimité, c'est un point tout à fait capital. Or, la légitimité, en quoi réside-t-elle dans ces journées troubles de Bordeaux? Elle réside d'abord dans la personne du président de la République, Albert Lebrun, qui est, il faut rappeler, l'incarnation de la nation. Alors, on nous dit, l'une des personnes interrogées dit Clémenceau disait pour la présidence de la République, il faut choisir le plus bête. Eh bien, Lebrun, c'est le plus bête des plus bêtes. Je crois que c'est faux. Il faut s'inscrire en faux contre cette déclaration, tout à fait. Lebrun est un homme remarquablement intelligent, c'est un polytechnicien. Il a montré au Sénat, comme président de la commission de l'armée, une très grande prescience des dangers qui pèsent sur la France. Il hésite là. Alors non, le problème c'est que c'est un légaliste, c'est-à-dire qu'il croit à la légalité républicaine qui à l'époque implique que le président ne gouverne pas, mais qu'il incarne la nation. Et que celui qui gouverne, et il respectera toujours à tous les moments de sa présidence cette loi, celui qui gouverne, c'est le président du Conseil. Bon, de même que ceux qui embarquent à bord du Massilia sont des gens qui obéissent, entre guillemets, à la République. Le vrai problème, si vous voulez, c'est que Lebrun est devenu dans ces journées un enjeu. Un enjeu, c'est-à-dire que s'il part à Alger, comme il l'avait prévu, comme il a voulu le faire, eh bien la légitimité se déplace avec lui et les présidents des deux assemblées, les parlementaires, une partie du gouvernement suit le président de la République. S'il reste en métropole, eh bien à ce moment-là, il est entre les mains des Allemands et du coup, ceux qui sont partis sans lui deviennent illégitimes. Absolument. Éric Roussel, justement, Pierre Mendès France, est-ce qu'il est dans le même état d'esprit? Est-ce que lui aussi, c'est la légitimité qui compte, la légalité qui compte? Oui, on peut dire qu'il effectivement, c'est un concept qu'il faut rappeler. À cette époque, ça peut paraître aujourd'hui bizarre, mais quand on voit comment se déroule le changement de gouvernement le 16 juin, on s'aperçoit que le président du Conseil sortant, Paul Reynaud, vit ça comme une sorte de crise parlementaire normale, et le président de la République aussi. Et tous ces gens avec pensent une longue habitude de crise de ce type-là. Leur idée qui se révèle absurde, c'est que il y a plus moyen de faire autrement que de laisser le maréchal Pétain de venir former un gouvernement.
il va donc demander l'armistice, comme il s'est engagé, et les conditions imposées par les Allemands seront telles que ce gouvernement sera obligé de se retirer. Et le plan de Paul Reynaud, c'est de revenir quelques jours après. Alors évidemment, ça paraît totalement absurde, alors, mais on est bien dans cette configuration. Et même Mandel, finalement, croit que se place dans un cas, et c'est la raison pour laquelle il ne part pas en Grande-Bretagne. Alors, on va y revenir, mais je voudrais qu'on réécoute un autre extrait du documentaire. Cette fois-ci, c'est Gérard Boulanger qui parle, avocat, historien, qui parle de ce qui se passe justement au Massilia et qui fait le parallèle entre le Massilia et puis l'attitude de De Gaulle. Et on va se demander effectivement s'il faut les mettre sur le même plan. L'affaire du Massilia aura des conséquences incommensurables sur ces hommes-là, sur la dislocation de ce corpus républicain qui s'engageait dans la bataille. Et d'une certaine manière, ça laissera un champ énorme à De Gaulle, indépendamment de ses qualités intrinsèques, mais parce que, d'une certaine manière, Pétain aura fait le ménage dans ce personnel politique républicain. Le Massilia est sans doute le premier acte de résistance simultanément avec l'appel du 18 juin. Et il est quand même étonnant que plus personne ne le sache. Alors c'est cette dernière phrase que je trouve intéressante. Est-ce que c'est effectivement un acte de résistance à mettre sur le même plan que De Gaulle, ou est-ce que De Gaulle, il y a en plus une transgression supplémentaire dans le fait où il part à Londres et il s'inscrit... Oui, c'est évident que c'est quand même différent. C'est pas du tout la même situation. C'est sûr que De Gaulle a l'intuition qu'il faut se placer, justement. Il emploie cette expression dans ses mémoires. Il dit « j'avais l'impression d'entrer, je sais plus, hors de toutes les séries ». Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Tandis que tout le reste du personnel politique, c'est pas le diminuer, se place dans un cadre normal. C'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a la volonté chez ceux qui s'embarquent d'aller poursuivre la lutte. Mais je repose la question à propos de Madès, justement. C'est différent quand même. Madès, lui, dans sa tête, est-ce qu'il est dans cette logique gaulienne ou est-ce qu'il est dans une logique très légitimiste? Gaulienne, c'est un anachronisme. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Oui. L'appel du 18 juin, très peu de gens ils sont hostiles. Ils sont hostiles à l'armistice. Oui, ils sont hostiles à l'armistice, voilà. Mais c'est en ces termes-là qu'on peut parler de résistance, d'ailleurs. C'est en effet un premier acte de résistance, puisqu'ils ne veulent pas de l'armistice. Ils ne veulent pas. Ça, c'est très clair. De la faiblesse par rapport à l'Allemagne. Et au fond, les plus pessimistes sont ceux qui ont choisi Londres, et les optimistes qui ont pensé que le gouvernement serait du même avis qu'eux ont préféré la France en Afrique du Nord, mais la France... Alors, on est tenté de refaire un petit peu l'histoire, hein, quand on travaille un petit peu sur l'histoire. Qu'est-ce que ça aurait changé si effectivement un gouvernement avait pu... Non mais attendez, si Mandel avait pu prendre... pied au Maroc, reconstruire une équipe, un gouvernement, s'il avait été suivi, ça venait quoi? Pourquoi c'était important? Tout le jeu justement de Pierre Laval qu'on a évoqué a été de dire sans cesse à Pétain, s'il y a deux pouvoirs en quelque sorte, le pouvoir du maréchal Pétain qui reste en France et puis l'autre qui vient avec le président de la République outre-mer, donc il y aura deux gouvernements, donc fatalement par la force des choses, il y en a un qui éliminera l'autre. Et c'était évidemment un argument très habile. Et c'est comme ça finalement que de fil en aiguille, Pétain dans la mesure où Pétain avait dit qu'il resterait auprès des siens. Il y a un effet domino aussi. Il ne faut pas oublier, on a rappelé que Darlan, au départ, était contre l'armistice. Et puis finalement, il s'y ralliait. Et c'est ça qui a entraîné aussi la défection de Noguès. Noguès, au départ, était plutôt hostile aussi à l'armistice. Quand il apprend que Darlan ne vient pas, c'est-à-dire que la flotte ne pourra pas participer à l'opération, eh bien, il renonce. Donc il y a en ce sens qu'il y a un effet domino. C'est ça qu'il faut bien avoir. Elle se situe dans l'hypothèse dans laquelle il y aurait eu Pétain à Vichy et, par exemple, un gouvernement Georges Mandel en Afrique du Nord. Mais on peut aussi imaginer, puisque le film démontre ce mécano formidablement, qu'il n'y aurait eu qu'un seul gouvernement français en Afrique du Nord. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est arrivé de De Gaulle, mais à ce moment-là, la France aurait été du côté des Anglais, contre les Allemands. Je me plaçais dans l'argumentation utilisée par Laval. La flotte anglaise et le sort des armes aurait été tonifiant. Et moi, en tant que productrice, si cette histoire me passionne... Laval voit très juste. Laval voit très juste, parce qu'après tout, un Pétain en France, avec quelques ministres, sous la coupe des Allemands, et puis le président de la République, les assemblées, une partie du gouvernement avec Chautemps, en Afrique du Nord, disposant quand même d'une grande liberté d'action, ça délégitimait totalement les gens qui restaient en métropole. Parce que tout ça est un peu compliqué. Si j'ai bien compris, il y a eu la tentation à un moment donné d'aller instaurer un autre gouvernement
de l'autre côté de la Méditerranée pour Ah, non. poursuivre la lutte, Le en tout cas gouvernement le gouvernement. D'accord. légitime. La République Pour Laval, française et pas l'État. pour Laval, Excusez-moi, c'était un danger effectivement que de voir cette légitimité partir au-delà des mers. Parce que son projet échouait. Son projet échouait. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il a mis autant de hargne Oui. à poursuivre ces gens du Massilia et à faire en sorte de les neutraliser? Est-ce que c'est ça? C'est Pas parce seulement. qu'il a neutralisé les gens qui étaient sur le Massilia que Pétain a pu prendre le pouvoir et durablement. Donc, Quand est-ce qu'ils se rendent compte sur le Massilia que vraiment là, ils c'est s'en effectivement un rendent compte- piège? Ils s'en rendent compte au moment où ils apprennent en mer que l'armistice a été non seulement demandé, mais signé. Et Là, faut- ils voient le piège politique. Ils le sentent. Et il faut noter un point important à cet égard, qui est qu'une délégation des parlementaires vient voir le commandant et lui demande d'envoyer un câble aérien afin qu'il donne l'ordre de faire revenir le Massilia en métropole. Et le commandant du navire refuse de le transmettre, et il refuse de le transmettre, bien entendu, parce qu'il a des ordres de l'amiral Darlan, qui est son chef direct. Bon, est-ce que ça veut dire qu'ils comprennent À ce qu'ils moment-là, vont le piège être monte. instrumentalisés à ce moment-là? Oui. Oui, ils le comprennent ça. Oui, ils le comprennent. C'est clair. Campinki, ancien ministre de la Marine, demande également au commandant du Massilia de détourner le bateau vers l'Angleterre. Et bien entendu, le commandant refuse. Donc il y a toute une opération, si vous voulez, qui va se prolonger au Maroc et qui consiste à anesthésier en quelque sorte les passagers du Massilia, à leur imposer le silence, ce qu'ils réussiront à faire. D'ailleurs, alors il y a les 4 parlementaires sous les drapeaux qui sont retenus et qui ensuite seront jugés, mais les autres, on les empêche de retourner pour la réunion des chambres le 10 juillet. Ils ne pourront pas aller voter les pleins pouvoirs à Pétain. Ils ne seront pas là au moment de ce vote-là. Et ils feront lire un texte dans l'enceinte, dans l'hémicycle. On va avancer avec justement ce qui se passe toujours du côté du Massilia. Et je crois que c'est le procès après qui va être celui de Jean Zay, qui est raconté d'abord par votre sœur. C'est un procès vraiment infâme, infâme parce qu'il était fait d'avance. Les témoins qui devaient être cités ont été arrêtés à la veille du procès. Des lettres anonymes sont arrivées pour nourrir le dossier de l'accusation. La défense de Jean Zay avait été formidable. Tout le monde pensait qu'il allait être acquitté. Et en 2 temps 3 mouvements, le président a dit Jean Zay a tous les torts, il sera donc condamné à la déportation à perpétuité. Et il se rend compte là que c'est une condamnation politique. Il se rend compte à ce moment-là et du traquenard du Massilia et que voilà qu'on a voulu en terminer avec lui. Alors le procès de Jean Zay, qui est quelqu'un qui compte à l'époque aussi, qui est connu, Jean Zay, qui est populaire. Oui. Il faut rappeler aussi qu'il s'est engagé, à la déclaration de guerre de 1939. Il a quitté son ministère et il s'est engagé. S'engager. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont poursuivis, les 4. Voilà, parce qu'ils sont militaires. Parce qu'ils sont militaires et qu'ils ont donc contrevenu aux ordres. Accusés de désertion. Non. Ils sont accusés de désertion, comme De Gaulle d'ailleurs a été accusé de désertion. Et condamné à mort par le même tribunal. Par le même tribunal. D'accord. Alors là, Jean Zay, c'est le premier procès, c'est le plus emblématique, c'est le plus spectaculaire, c'est celui qui compte le plus. Pourquoi est-ce que ce pouvoir, dans cette débâcle-là, à ce moment-là, alors qu'il est occupé à construire Vichy, enfin j'imagine qu'il y a d'autres soucis, pourquoi il a besoin de cet exemple-là? Parce qu'il a besoin d'abattre la République. C'est-à-dire que c'est le premier acte finalement, où ça a été dit, et c'est dit dans le film, où il va, le nouveau pouvoir va se débarrasser de gens dont on sait qu'ils seront des adversaires. Il faut rappeler que Jean Zay, dès 1938, a été très anti-munichois, qu'il a toujours pris parti contre pour la résistance la plus ferme à Hitler. Donc il est connu, alors d'une part, il y a ça, il y a la détestation du Front populaire, parce que pour le nouveau pouvoir qui arrive, il faut vraiment abattre, c'est d'abord un procès politique. Et Jean Zay faisait partie de l'aventure du Front populaire, l'antisémitisme. Et d'autre part, il était ministre de l'Éducation nationale, ce qui, dans la thématique antisémite, on sait bien, ces juifs qui pénètrent dans l'esprit de nos enfants, etc., il est en plus franc-maçon et il va donc être la première victime. Donc il est l'incarnation de tout ce que déteste le pouvoir pétainiste. voilà, c'est à la fois
en faire des boucs émissaires, est-ce que c'est audible à l'époque? Est-ce qu'effectivement les gens s'en rendent compte? C'est une autre raison pour un procès militaire, comme celui de Pierre Mendès France, dont nous avons fait un film de fiction qui passait à l'origine juste avant que ne soit diffusé le documentaire dont nous parlons. C'est des procès donc faits par l'armée, un tribunal militaire. On est une cinquantaine d'années après l'affaire Dreyfus, une trentaine d'années après le dernier procès Dreyfus. Il y a une sorte de revanche de l'armée. Écoutez, la peine qui est... On peut se demander. On peut se poser la question. Non, je crois qu'il faut dire que c'est audible parce que les sentiments antisémites en France sont quand même assez largement répandus, alors de manière différente. Ce procès est bien vu, oui, l'opinion le voit, ce procès. Une bonne partie de l'opinion le voit, et le voit pas d'un mauvais œil. Hein. Je crois qu'il faut le dire, parce qu'il y a eu, il y a toujours eu en France depuis le 19e siècle des frénétiques de l'antisémitisme qui sont une étroite minorité, mais il y a aussi quelque chose qui leur permet d'accroître leur audience à certains moments, qui est le sentiment que les Juifs ne sont pas tout à fait des Français comme les autres, qui a en quelque sorte une altérité, puisqu'ils ne font pas partie des paroisses, ils ne se marient pas à l'église, ils ne sont pas baptisés, etc. Autrement dit, pas des demi-étrangers en quelque sorte. Comme et toujours à travers les âges. Oui, et c'est très évident à partir de 1938. Parce que cette France qui a vécu la Première Guerre mondiale ne veut à aucun prix, ne veut pas de manière viscérale revoir les massacres de la Première Guerre mondiale. On ne veut pas de la guerre. Et l'idée qui se répand entre 1938 et 1940, c'est celle selon laquelle les Juifs poussent à la guerre pour protéger leurs coreligionnaires persécutés en Allemagne. Et donc, il y a à ce moment-là une flambée d'antisémitisme. La guerre, c'est la faute des Juifs. Voilà. Alors, il faut bien voir, si vous voulez, que c'est audible, et on peut le voir par un événement légèrement postérieur, qui sera le premier statut des Juifs en octobre 1940, où on interdit aux Juifs d'avoir des professions qui les mettent en contact avec le public, journalistes, etc. Ça vient après. Or, ça n'entraîne en France aucune protestation. Le temps file. Plein de choses à voir, et notamment un petit peu le rôle de Pierre Mendès France dans l'histoire. Jean Zay, comment il vit ce procès? Comment il en parle? Comment il écrit? Parce qu'il écrit à votre mère. Comment il raconte ça? Ils vont échanger une correspondance de tous les jours à partir du moment où il est transféré en France. Les 2 ou 3 jours après le procès sont les seules journées où il ne pourra pas lui écrire, parce que l'injustice de ce verdict, il faut rappeler que le verdict, c'est quoi? C'est la déportation, dégradation militaire. C'est une peine qui n'a jamais été vue depuis Dreyfus. Et il est très probable que dans l'esprit, en effet... Il aurait dû aller sur l'île au diable aussi. Il aurait dû aller à l'île du diable. Bon, finalement, il ne va pas être déporté parce que l'état des mers ne le permet pas. Mais alors, il vit ce procès comme une injustice extraordinaire. Mais il faut rappeler aussi que, alors qu'il va être emprisonné à Riom pendant toutes ces années, la propagande qui se déchaîne à partir du mois de juillet, parce que l'opinion française, elle est conditionnée aussi par la propagande. En 1941, Philippe Henriot publie dans Je suis partout et Gringoire ce qu'il appelle les carnets de secrets de Jean Zay, qui sont des notes que Jean Zay avait prises en 1938 au procès de Munich, et où Jean Zay se révélait farouchement anti-munichois. Donc il est à nouveau, et alors qu'il est en prison, il est pourtant neutralisé, mais on continue, il est accusé de bellicisme, d'avoir voulu la guerre. Ah, il y a un véritable acharnement. Jusqu'à son assassinat par la milice, juste avant la libération, que ce soit pour lui, que ce soit pour Mandel, etc. Les miliciens vont aller les poursuivre jusque dans leur cellule pour les exécuter, pour les assassiner. Il y a cette continuité-là, le crime et l'aboutissement de tous ces événements où il y a en effet un acharnement anti-républicain, antisémite. Pierre Mendès France, même procès, pas tout à fait la même peine, je crois pas, hein, non. Mais pas la même suite, puisque lui va s'évader. Alors on va voir un petit peu, vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, mais il rejoint Londres, il rejoint De Gaulle, il rejoint d'abord les troupes françaises pour laver cet affront, j'ai l'impression. Hein, c'était son souci prioritaire, on écoute. La première chose qu'il a faite en arrivant en Angleterre, c'est vouloir prouver immédiatement qu'il n'était pas un déserteur. Donc vouloir immédiatement être dans une unité combattante. Il fallait absolument qu'il gomme cette injure de désertion qu'il supportait extraordinairement mal. Il en parlait souvent. Voilà pour Mendès qui arrive à Londres.
Il arrive à Londres, il voit De Gaulle, ils se connaissent, c'est quoi les rapports Madès-De Gaulle? Ça existe ou pas? Non, là, il se passe d'ailleurs quelque chose d'assez extraordinaire, parce que finalement, tout oppose ces deux hommes. De Gaulle est quand même issu, même s'il a été un rebelle en 40, il est quand même issu d'un milieu catholique, traditionnaliste, alors que Pierre Mendès France, lui, est radical, laïque, etc. Donc, a priori, ils ont peu de choses en commun. Et finalement, il va se passer quelque chose vraiment d'assez extraordinaire. Dès cette première rencontre, il y a une sorte de coup de foudre, peut-être un peu... Enfin, en tout cas, Pierre Mendès, il se rencontre, non seulement il va le voir, mais il faut voir qu'à l'époque où Pierre Mendès France arrive à Londres, il n'y a pas encore beaucoup d'hommes politiques d'une certaine importance. Donc, il est reçu tout de suite par le général. Et alors que Pierre Mendès France a beaucoup d'amis qui sont à Londres et qui sont en réalité en opposition larvée au général, qui considère comme un fasciste, comme une argumentation qui sera reprise d'ailleurs après au même moment par Roosevelt. Pierre Mendès France, lui, dès cette première rencontre avec De Gaulle, a une opinion complètement différente. Il ne se laisse pas. Il faut dire aussi qu'il a auprès du général un ami qui sera son ami le plus proche, Georges Boris, qui est une personnalité importante dans la France libre. Pour faire simple, ils vont se retrouver dans la guerre. Donc Mendès France dit. Le général a dit à ses amis, le général il n'est peut-être pas exactement comme nous, il n'a peut-être pas exactement les mêmes buts, mais jusqu'à la fin de la guerre, en tout cas, il faut le suivre parce que c'est le seul qui représente une vraie légitimité. Ce qui va faire qu'il va avoir des fonctions après à la libération avec De Gaulle, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, et après, évidemment, ce sont des hommes qui seront amenés à s'opposer, mais finalement, ce qui s'est passé pendant la guerre ne sera jamais complètement effacé, et c'est ce qui fera que même s'ils se sont opposés, leurs relations n'auront jamais rien de médiocre, même de la part. On a une petite preuve. Il y aura toujours un respect entre les deux hommes. Oui, j'en donne une petite preuve. En 1958, lorsque le général de Gaulle reviendra au pouvoir, il y aura des élections législatives après, et le général interviendra discrètement, pour que la circonscription de Pierre Mendès France à Louviers soit discrètement redécoupée de façon à ce qu'il soit élu. Bon, ça ne sera pas suivi des faits parce qu'évidemment, au sein du parti gaulliste, on n'est pas tenté de suivre le général dans cette voie. Mais enfin, ça montre l'estime quand même qu'il avait conservée pour Pierre Mendès France, en dépit de l'opposition qui avait pu se manifester à ce moment-là. Oui, non, je pense que Éric Roussel a dit tout ce qu'il y avait à dire sur la question, c'est-à-dire que ce républicain traditionnel, qui va voir le général de Gaulle, mais dans un état d'esprit patriotique, d'ailleurs lui fait savoir qu'il entend revenir au combat et donc effacer d'une certaine manière l'infamie de la condamnation qui l'avait frappé. Et on dit que Mendès France est aussi quelqu'un, on parlait de légitimité tout à l'heure, de formalisme, etc., quelqu'un qui est très attaché à tout ça et qui veut absolument respecter le droit. Il considère à ce moment-là Éric Roussel, qui le connaît mieux que personne peut le dire, il considère à ce moment-là que la légitimité, elle est du côté du général de Gaulle, puisque au fond, il entend, poursuivre, maintenir ce qui lui apparaît comme l'essence de la France, c'est-à-dire l'esprit républicain, c'est-à-dire l'esprit de liberté. Qu'est-ce qui caractérise Mendès France? Une des choses que moi je trouve très intéressante en vous écoutant et quand on a préparé ce film avec Virginie, c'est aussi que pour les jeunes générations, pour des gens qui ne connaissent pas aussi bien l'histoire que vous, on a toujours tendance à lire l'histoire à partir de la fin, à penser que Mendès France et De Gaulle sont des figures irréductiblement opposées, que la France, il y avait une fatalité à ce qu'elle soit quand même du côté des Allemands contre l'Angleterre. Et ce que je trouve formidable quand on se demande qu'aurais-je fait en 40, c'est de s'apercevoir qu'il y a des choix, qu'il suffit de peu de choses et de peu de gens quand on démonte un petit peu les situations pour que ça se passe autrement, et que cette histoire est parfaitement intelligible, même pour un public qui n'est pas expert comme vous pouvez l'être, mais de la raconter simplement, peut-être pour être une leçon pour les difficultés, on ne sait pas, je reviens de nos générations pourraient sur Mendès et sur ce qu'il caractérise quand il arrive à Londres, et sur ce qu'on peut dire de l'homme, et sur ce qu'on peut dire de l'effet du Massilia et du procès sur son évolution à lui. L'effet du Massilia,
il a eu une influence déterminante sur sa personnalité, j'allais dire presque sur son psychisme. Il n'a jamais oublié cette blessure. Alors, on a évoqué, Michel Mendès-France dans le film évoquait l'engagement de son père dans les forces combattantes de la France. Il ne faut pas oublier qu'il a accompli avec Romain Gary des missions aériennes dangereuses sur la France. Et c'était effectivement pour laver en quelque sorte cet honneur. Mais il n'empêche que cette blessure qu'il a ressentie en 40 lors du Massilia et ensuite du procès n'a cessé de le hanter. Et on en trouve des preuves dans l'attitude qu'il a eue, même sous la Ve République. En 1965, quand il a refusé de se présenter contre le général de Gaulle, alors qu'il aurait été finalement le candidat naturel de toute l'opposition. Et c'est lui qui pouvait faire la synthèse. C'est ça ? Il y a eu d'abord Defer, et puis ensuite il y a eu Mitterrand. Mais finalement, l'homme politique le plus important du pays, c'était Pierre Mendès France, et il avait la capacité de rassembler au-delà de sa famille. Et il a refusé, d'abord parce qu'il était hostile par principe à l'élection du président de la République au suffrage universel, puisqu'il était resté très parlamentariste, mais aussi, on le sait, parce qu'il était convaincu qu'un juif ne pouvait pas être élu président de la République. Donc c'est dire si cette blessure de 1940 était restée très béante. Il y avait ce sentiment-là. Il y avait le sentiment qu'un juif ne pouvait pas incarner la France. Il ne serait jamais élu par les Français. Il ne disait pas qu'il ne pouvait pas incarner la France. Il ne serait jamais élu par les Français. Il ne serait pas élu. Non juif. C'était pas forcément vrai d'ailleurs. Mais je vous dis la façon dont il ressentait les choses. En tout cas, 70 ans après, cette figure iconique continue à régner sur une partie de la gauche, dont une partie se réfère encore de lui. Alors, on a tous en tête la larme de Mendès France quand Mitterrand accède au pouvoir. À l'Élysée, on voit. Et en 1955, la façon dont il quitte le gouvernement. Mais quand on remonte à son procès, l'espèce de calme, de fil à plomb et de force avec laquelle contre l'évidence, contre l'armée, contre des pipés, ce qu'on montre, je crois, bien dans le film, il assurera lui-même une confiance dans la justice de son pays. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il marque autant? Il a fait, si j'ai bien compris, il a passé 7 mois et demi au pouvoir. 7 mois et demi au pouvoir. Il marque d'abord parce que en charge, c'est quand même très très peu. En 7 mois et demi, il a tout de même fait un certain nombre de choses. On peut dire que depuis le départ du général de Gaulle en 1946, le gouvernement Mendès France est le seul qui a bénéficié. Bon, il y a eu le phénomène Pinem qui n'était pas tout à fait du même ordre. Ce gouvernement a bénéficié d'une popularité exceptionnelle. C'était un gouvernement composite finalement parce qu'il n'y a pas de majorité à gauche, donc c'est un gouvernement qui était. Qu'est-ce qu'il fait pendant 7 mois et demi il met d'abord fin à la guerre d'Indochine. Bon, ça, il est obligé, puisqu'il arrive, c'est le désastre Dien Bien Phu, finalement, qui l'amène au pouvoir. Donc il liquide cette affaire le mieux possible. Ensuite, dans la foulée, enfin quelques jours après, il engage le processus d'autonomie interne de la Tunisie qui va déboucher sur l'indépendance. Mais en revanche, sur l'Algérie, il dit l'Algérie, c'est la France. Oui, alors ça, c'est vrai. Non, pas la Tunisie. Le Maroc, ce ne sera pas lui. Non, le Maroc, c'est pas lui, c'est le Darfour qui s'en occupe. Mais enfin, disons et puis il y a l'affaire aussi de la CED, de la Communauté Européenne de Défense, bon, au cours de laquelle il va prendre position, enfin, il va s'abstenir en quelque sorte dans le débat qui déchire le pays, ce qui lui sera reproché beaucoup par le... Pourquoi, et c'est peut-être vous qui pouvez nous dire ça, Madame Zé, pourquoi cette espèce de nostalgie, cette espèce de référence permanente à cet homme pour ce qu'il incarne? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne la probité, l'honneur, la rectitude, il incarne quoi? Toutes les valeurs de la République d'abord, une immense honnêteté intellectuelle, un courage politique exceptionnel, la rigueur en effet. Je crois que pour revenir, ils étaient très amis avec mon père et je crois que ça se sentait dans leur relation. Donc je crois que c'est un peu l'histoire d'Achille, si vous voulez. Il a été brièvement au pouvoir, mais il a fait des choses que peu d'hommes politiques ont fait parce qu'il a eu ce courage et parce qu'il a eu cette profonde honnêteté. Est-ce que je peux simplement, pour revenir, vous avez posé la question sur ce qu'a été ce verdict pour ces Mendès et pour Jean Zay. Est-ce que je peux me permettre de lire 3 lignes de la lettre que mon père envoie à ma mère 3 jours après le verdict. Et il dit la chose suivante.
Ce qui m'est arrivé, ce dont je suis victime, ce pourquoi on veut me faire l'honneur du martyre, vous l'avez compris, deviné. Sans même avoir assisté à l'audience, à la condamnation, vous en savez le sens, la portée, la signification, les raisons. Je suis condamné à une peine politique qui n'a jamais été appliquée depuis la Commune et dont personne ne se souvenait plus, au point que les journaux ont dû l'expliquer, et mal d'ailleurs, car personne ne la connaît plus. Les juges ne m'ont trouvé aucune circonstance atténuante. Ils m'ont infligé une peine qu'on épargne à des assassins, à des traîtres, et qui n'a encore même pas été demandée pour ceux qu'on accuse d'être responsables de notre désastre militaire. Du même coup, tout est devenu clair. Comment ne serais-je pas plein de sérénité? Mon innocence s'accroît de la fierté de souffrir pour ce que je suis, pour ce que je représente, pour ce que j'ai été, pour ce que je puis être encore. Et en effet, ce que je puis être encore, je pense que Mendès France l'a incarné, hein, je crois. Bon, lui-même, Mendès France a dit dans la préface à Souvenirs et Solitude dont vous avez parlé que Jean Zay aurait tenu un rôle politique de premier plan. Et d'une certaine façon, pour nous aussi, notre famille, il s'est chargé, Mendès s'est chargé de ce message politique et de ce qu'a été pour mon père un martyr. Vous trouvez qu'on n'a pas suffisamment rendu compte, enfin rendu hommage, rendu justice à des gens comme votre père, des gens comme Mendès, à des gens, etc. Enfin, Modestie quand même plus, mais en tout cas votre père. Ben, mon père a eu le tort de ne pas être là à Libération. Hein. Mendès a été là, a pu continuer sa carrière politique. Alors bien sûr, il a été réhabilité, etc. Mais il y a un problème avec cette mémoire, la mémoire de Jean Zay. Je dis ça parce qu'on sent que c'est une souffrance chez vous encore quand même. Non? Oui, parce que d'une part, justice n'a pas été rendue dans les différents procès. Ça serait une autre histoire. Ouais. Mais les assassins miliciens, il y a eu plusieurs procès qui n'ont pas vraiment désigné les véritables responsabilités de l'assassinat, qui sont la milice, les miliciens. Et la milice, de votre père, en cellule, par mais en la plus, milice. Dans sa mémoire, parce que justement il n'était pas là, et parce qu'il est au cœur du problème que la mémoire de Vichy a eu dans la société française, en effet, sa mémoire en a souffert. Simone Harary. C'est pour ça que la télévision a sans doute un rôle, et nous-mêmes, quand on hésitait à quelle période couvrir pour Mendès France? Est-ce qu'on allait choisir le Mendès de la 4ème République ou le Mendès de la guerre? Très vite, l'idée du Massilia s'est imposée, à la fois Alain Le Henry, le scénariste, Laurent Henman, le réalisateur du film de fiction. Et c'est peut-être une façon, au moins, qu'évite de tomber dans l'oubli, à la fois des événements aussi graves, des hommes aussi héroïque, et pour ça il faut raconter l'histoire et sous toutes ses formes, à la fois par la fiction et par le documentaire. Tout est contenu dans cette histoire du Massilia et le procès, l'attitude de procès de Jean Zay, de Mendès, etc. De ce qu'a été leur attitude face à cette adversité-là. Je voudrais revenir quand même sur ce que vous disiez, comme Mendès France, comme en quelque sorte référence de la gauche jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors ça s'explique, si vous voulez, à mon avis, pour une raison fondamentale, c'est que c'est l'homme qui a incarné en lui les vertus républicaines, comme le disait à l'instant Hélène Mouchard-Zay, mais que c'est aussi l'homme qui a entendu moderniser cette conception de la République sans passer par la personnalisation excessive du pouvoir qu'il impliquait, qu'il accusait le général de Gaulle d'avoir installé. Et qu'il faut bien dire que Mendès France est, sous la Ve République, l'homme qui a proposé la seule alternative valable, concevable, raisonnable à ce qu'était la Ve République, à travers son ouvrage La République moderne, où il entendait en quelque sorte proposer une modification du régime qui, sans revenir au parlementarisme omnipotent de la Troisième et de la Quatrième République, eh bien, aurait balancé davantage les pouvoirs et fait en sorte la droite que à De Gaulle et la gauche à Mendès. Voilà, la Ve République ne soit pas seulement une monarchie présidentielle. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Madame Mouchard-Zay d'avoir été avec nous pour commenter ce documentaire. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Un mot quand même pour vous présenter mes vœux, puisque quand même nous sommes en 2012. Donc tous mes vœux pour cette année, qu'elle soit belle, même si elle s'annonce passionnante sur le plan politique. Voilà, la semaine prochaine vous retrouverez Élise Lucet pour une autre histoire de paquebot, mais qui n'a rien à voir, mais qui est passionnante elle aussi, puisqu'on va parler du France, le France, vous vous rendez compte. Voilà, vous restez bien sûr sur Puisnet, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.